Bien, merci Thomas de me donner la parole. Je voudrais déjà commencer par remercier évidemment les organisateurs de ce colloque. On voit qu'on est passé au CERSA du séminaire général à aujourd'hui un colloque annuel, ce qui montre que la vie du laboratoire, encore de beaux jours de vrai. Alors pour commencer, peut-être rappeler une évidence sur la notion de controverse, c'est qu'elle n'occupe pas la même place en droit que celle qu'elle peut avoir en sciences politiques. Nous n'avons pas, à l'image des travaux de Bruno Latour, une véritable cartographie des controverses. Pourtant, le sujet fait l'objet évidemment de certains travaux, notamment en histoire du droit, ainsi qu'en légistique. Je vous renvoie notamment aux actes d'un colloque organisé par la Société de législation comparée en 2020 et qui traite directement de ce sujet. Alors, pour entrer un petit peu directement dans le vif du propos et aborder la question des données, il faut bien avoir en tête que la question des données à caractère personnel et du droit à la protection des données à caractère personnel est née d'une controverse, celle à la fin des années 70 relative au projet Safari et dont le quotidien Le Monde s'était à l'époque fait l'écho. Alors, sans revenir dans les détails de cette affaire qui ont déjà été largement documentés, on rappellera juste que ce projet Safari avait pour objet de croiser un certain nombre de fichiers nominatifs détenus par les différentes administrations de l'État français. Cette affaire et les débats qu'elle a suscités ont fini par conduire en 1978 à l'adoption de la première version de la loi informatique et liberté, loi qui a depuis été modifiée à plusieurs reprises, notamment pour la transposition en 2004 de la directive de 95 et pour l'adaptation en 2018 au règlement général européen. Cette affaire, en dehors de l'adoption du premier texte juridique national sur la protection des données, a surtout permis l'apparition dans notre paysage juridique d'un nouveau type d'institution, un véritable ovni à l'époque, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Première autorité administrative indépendante à voir le jour, c'est aujourd'hui sur elle que je vais concentrer mon propos, ce rôle actuel étant en effet l'objet d'un certain nombre de controverses, ou en tout cas d'un certain nombre de critiques. Alors pour comprendre aujourd'hui quelles sont ces critiques, il faut en revenir à la raison d'être originelle de la CNIL et surtout au changement de paradigme auquel elle a progressivement dû faire face. À la fin des années 70, avec l'informatisation croissante des États et de leurs administrations, la question qui se pose est celle de savoir comment protéger les individus face aux capacités de fichage des États. On est à l'époque dans une logique de protection face à l'informatisation croissante des administrations qui vont avoir à leur disposition des nouveaux outils technologiques dont on ne mesure pas encore pleinement les conséquences, notamment pour les citoyens. Il y a également à l'époque un élément intéressant et qui vient appuyer cette affirmation. Il s'agit de l'adoption en 78 également de la loi dite loi CADA, qui sera codifiée au sein du Code des relations entre le public et l'administration. Cette loi a notamment institué le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs, fondement aujourd'hui du mécanisme d'ouverture des données publiques. Elle a également procédé à la création d'une autre autorité administrative indépendante, la Commission d'accès aux documents administratifs. Alors, dans les faits, on voit que concrètement, ce qui est en œuvre à l'époque, c'est véritablement une volonté de transparence de l'action administrative, transparence qui doit perdurer alors que de nouveaux outils voient le jour, outils qui, théoriquement, peuvent permettre de développer ou de renforcer une certaine forme d'opacité. Alors, le cadre juridique mis en œuvre à l'époque avait véritablement pour vocation de protéger les individus de l'État. Mais le développement de nouveaux services numériques, couplé à l'informatisation ou à la digitalisation croissante de notre société, ont conduit le cadre juridique protecteur des données à s'appliquer surtout, cette fois, au secteur privé. La directive de 95 a vraiment incarné ce changement. En dehors de l'instauration ou de la réaffirmation d'un certain nombre de principes protecteurs, l'objectif du texte est surtout de garantir une liberté de circulation des données entre les différents États européens afin de développer un marché unique du numérique. Cette évolution, concrètement, s'est poursuivie avec le développement d'autres services. On pense évidemment à l'origine aux sites de commerce en ligne,
mais on pense également au véritable virage du tout numérique qui a été amorcé dans le courant des années 2000, avec l'apparition des premiers smartphones, l'essor des réseaux sociaux, le développement des objets connectés et, de manière encore plus générale, le développement d'un certain nombre de grandes plateformes. Les pouvoirs qui ont été conférés à la CNIL pour faire face au développement de ces nouveaux services sont assez révélateurs du changement de paradigme évoqué. Les sanctions ont été renforcées avant même l'entrée en application du RGPD et le montant a été porté à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. On a eu plusieurs illustrations de ce pouvoir de sanction de la CNIL. On pense par exemple à 2 condamnations de la société Google en 2020 à hauteur de 60 et 40 millions d'euros pour non-respect de dispositions relatives au recueil du consentement. Du côté de l'Irlande, on pense à la sanction record de 225 millions d'euros qui a été infligée à l'encontre de WhatsApp. Donc la CNIL, contrairement à ce que certains pourraient être tentés d'affirmer, n'est pas forcément une institution endormie, dénuée de toute capacité d'action. Outre ses pouvoirs de sanction, la CNIL est aussi à l'origine d'une importante documentation qui contribue au développement du droit souple et qui contribue également au développement de bonnes pratiques. Elle est également associée à un certain nombre de dispositifs nouveaux qui sont prévus par le règlement européen, qu'il s'agisse des règles d'entreprise contraignantes ou des outils mis à disposition des responsables de traitement pour réaliser des analyses d'impact relatives à la protection des données. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est que la grande majorité de ces pouvoirs s'exercent aujourd'hui à l'égard des entreprises, ce qui laisse en suspens la question du contrôle des traitements qui sont cette fois opérés par l'État. Alors, en guise de transition, on peut voir qu'à l'origine, le déplacement des enjeux relatifs à la protection des données des administrations aux entreprises s'explique par des éléments qui sont tout aussi politiques que juridiques. Il s'agissait pour les États, à la base, de se doter d'outils permettant d'encadrer l'activité de grandes plateformes qui, si elles n'ont pas la même légitimité que l'État, légitimité démocratique notamment, ont développé des capacités d'action technologiques et financières qui sont désormais supérieures. L'adoption du RGPD, d'une certaine manière, a pour objet d'affirmer et d'asseoir une certaine souveraineté numérique des États, notamment des États européens, et surtout de renforcer leur capacité d'action au sein du cyberespace. Pourtant, aujourd'hui, et sur ce point, l'état d'urgence et la crise sanitaire nous l'ont pleinement montré, nous sommes en train de revenir progressivement à la raison d'être originelle de l'ensemble du droit de la protection des données. Et on voit bien que les États sont amenés à collecter et à utiliser un stock de données encore plus important qu'auparavant. Concrètement, donc, plusieurs questions se posent. Comment protéger l'individu lorsque l'État lui-même a recours aux données ou à des instruments qui fonctionnent grâce aux données? Quels sont les contrôles qui sont exercés et est-ce qu'il existe des contre-pouvoirs qui permettent de s'opposer aux moyens employés par l'État? Alors, disons-le d'emblée, la CNIL dispose d'un pouvoir de sanction, somme toute, limité à l'égard de l'État. Cela s'explique notamment par le fait que les traitements qu'il met en œuvre sont généralement prévus par un texte législatif ou réglementaire. On a un exemple intéressant qui nous a été donné récemment avec le prononcé d'une sanction à l'égard du ministère de l'Intérieur à propos de l'utilisation de drones. La formation restreinte de la CNIL a prononcé en janvier 2021 un simple rappel à l'ordre, indiquant elle-même qu'elle ne pouvait pas, dans tous les cas, sanctionner l'État ou prononcer d'amende à son encontre. La CNIL, à l'égard des pouvoirs publics, présente donc surtout un rôle de conseil et éventuellement d'influence. Elle peut être saisie par différents acteurs publics sur des projets de texte, comme cela a notamment été le cas à plusieurs reprises durant la crise sanitaire. Pourtant, depuis 2004, même si l'avis de la CNIL doit, dans certains cas, être obligatoirement recueilli, ces avis ne sont plus que consultatifs. Cette suppression aurait renforcé le sentiment que l'État se serait affranchi partiellement des grands principes régissant la protection des données. Cela était déjà indiqué dans un rapport du Sénat en date de 2009. Avant 2004, l'avis de la CNIL était un avis conforme qu'il y ait les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ne pouvaient passer outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. Désormais, il s'agit d'un avis simple qui est théoriquement rendu public.
Le problème est que parfois, ces avis sont rendus bien après l'adoption des textes, ce qui contribue dans les faits à minimiser amplement l'impact de la CNIL. On l'a vu encore récemment avec la publication du décret relatif au dossier médical partagé le 4 août 2021. L'avis de la CNIL, lui, a été rendu le 5 septembre. Et surtout, quand on compare les deux documents, on se rend compte que pour la CNIL, le projet de décret était contraire à un certain nombre de dispositions du Code de la santé publique, raison pour la CNIL demander à ce que le projet soit modifié, ce qui n'a pas été le cas. Alors, la crise sanitaire nous aura également montré que le rôle de conseil qui est dévolu à la CNIL pouvait parfois sembler relatif. Dans la majorité des cas, qu'il s'agisse du déploiement de l'application Tous Anti-Covid ou de la mise en œuvre du pass sanitaire, la CNIL a dû rendre ses observations en urgence, avec pour simple effet d'alerter les pouvoirs publics ou les parlementaires sur certains aspects relatifs à la protection des données. Au mieux, elle aura pu mettre en demeure en septembre 2020 le ministère de la Santé à propos de la première version de l'application anti-Covid en raison de l'information parcellaire qui était fournie aux utilisateurs. On voit donc ici que le rôle de conseil de la CNIL, très théorique, s'est effacé au profit d'un pouvoir de contrôle a posteriori relativement limité. Alors, en guise de propos conclusifs et face à ces différents constats, on est tenté de se demander si le Conseil d'État, lui, pourrait poser plus fermement certaines limites. Cette question est d'autant plus légitime que le Conseil n'hésite pas, lorsque des traitements sont mis en œuvre par des entreprises privées, à suivre les délibérations de la CNIL et à aller dans le sens d'une protection renforcée des individus. Sur ce point, je vous renvoie à une affaire particulièrement intéressante qui concernait la société JCDecaux à propos d'éléments relatifs à l'anonymisation et la pseudonymisation. Pourtant, deux affaires jugées en 2020 et 2021 montrent que lorsque l'État est à l'origine des traitements mis en œuvre, les solutions sont assez différentes. La première affaire concerne le Health Data Hub, nouvelle plateforme des données de santé, qui a fait beaucoup de bruit car hébergée par Microsoft, ce que plusieurs associations ont critiqué en raison des risques de transfert de données et de données sensibles vers les États-Unis. Le Conseil d'État, lui, a surtout cherché à sauver le dispositif en pleine crise sanitaire et il a simplement enjoint les autorités publiques à trouver des solutions conjointement avec la CNIL pour que cette plateforme puisse être au final hébergée en France. La seconde affaire concerne, elle, la conservation des données dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ce qui rejoint un petit peu les propos qui ont été développés ce matin. En 2020, la Cour de justice se prononce sur la question de l'objectif de sécurité nationale. Elle admet l'utilité qu'il peut y avoir au stockage de données dans le cadre de la prévention d'infractions. Mais certaines limites doivent être apportées, la collecte doit être limitée dans le temps et il s'agit de faire face à une menace grave pour la sécurité nationale. La mesure doit également faire l'objet d'un contrôle, notamment par une autorité administrative indépendante ou par une juridiction. Dans ce cas-là, il était reproché au droit français d'aller à l'encontre un petit peu de cette interprétation. Et le Conseil d'État, dans un arrêt French Data Network, je n'entrerai pas ici dans les détails étant donné la complexité de la décision, le Conseil d'État a tenté de sauvegarder le système français de conservation des données malgré un certain nombre de contradictions avec le droit européen et l'interprétation qui en a été faite. Alors, ces différents éléments sont assez révélateurs des enjeux institutionnels actuels concernant la protection des données. On a d'un côté l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui, eux, vont dans le sens d'une protection renforcée des données et d'une limitation des capacités de surveillance des États. Et dans le même temps, et j'en terminerai par là, on voit qu'on a au niveau national assez peu de garde-fous finalement qui sont mis en place avec une autorité française de protection des données qui se retrouve de plus en plus parfois esselée dans la mission qui est la sienne. Je vous remercie. Merci. Eh bien, on écoute à présent Thomas.
Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord commencer par me joindre à mes collègues intervenants et remercier chaleureusement les deux organisateurs de m'avoir convié à ce colloque qui, depuis ce matin, montre sa grande richesse, la grande richesse du CERSA dans la recherche. Alors, afin d'illustrer les usages différenciés de la donnée au sein de l'action publique, je vais m'attacher à présent à vous présenter certains de mes résultats de recherche issus de mon travail de thèse consacré à l'étude de la genèse et de la mise en œuvre des compteurs Linky. Le but étant globalement de répondre à une problématique qui s'inscrit dans le cadre de ce colloque, qui pourrait être résumé de la manière suivante: de quelle manière les compteurs communicants et les données qui en sont issues participent-ils ou non aux dynamiques de changement de l'action publique énergétique. Après avoir rappelé du coup un certain nombre d'informations générales concernant ces technologies, et notamment les objectifs initialement assignés aux compteurs communicants, je concentrerai mon analyse sur les premiers usages concrets de la technologie, avec une ambition implicite: souligner les écarts et les ambiguïtés existant entre les récits entourant les instruments du numérique et leur mise en œuvre concrète. Donc, le 16 janvier 2021, le 30 millionième compteur Linky a été installé en France. Aujourd'hui, plus de 6 ans après le lancement de la phase de déploiement national en décembre 2015, le gestionnaire de réseau Enedis continue de piloter l'installation de plus de 28 000 compteurs par jour et il tient sa feuille de route pour garantir la couverture intégrale du territoire français avant la fin de cette année. Le déploiement des compteurs communicants suit une trajectoire qui dépasse assez largement les frontières françaises, puisque l'Agence européenne de coopération des régulateurs de l'énergie estime que le cap des 1,5 milliard de compteurs communicants a été installé à travers le monde cette année, avec quelques 225 millions installés ne serait-ce qu'au sein de l'UE. Et d'ailleurs, certains pays, comme l'Italie ou la Suède, sont déjà en train de remplacer les premières générations de compteurs qui avaient été installés au début des années 2000. Concernant la France, le déploiement de ce type de dispositif est envisagé depuis plus de 20 ans. Il se fait en accord avec un certain nombre de dispositions réglementaires et législatives, depuis la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement des services publics énergétiques, jusqu'à la loi pour la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 et la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. Ces dispositifs, donc j'ai dit, sont Linky pour l'électricité et Gaspard pour le gaz. Alors, quelle est la fonction de ces nouvelles technologies? Les compteurs communicants sont présentés comme le premier pas indispensable de la modernisation des réseaux énergétiques vers ce qu'on appelle les smart grids ou réseaux intelligents. Dans leur principe même, ces réseaux s'inscrivent au carrefour de plusieurs politiques publiques, les politiques énergétiques, environnementales, numériques, et peuvent être définis comme des réseaux de distribution d'énergie intelligents dans la mesure où ils enregistrent et interprètent à l'aide d'algorithmes prédictifs un ensemble de données et d'informations afin d'optimiser le système énergétique, de garantir leur pleine efficience et de diminuer leur impact environnemental. À cet égard, les compteurs communicants sont souvent présentés comme la première brique fondamentale de la mise en œuvre du principe de transition énergétique, ou de l'impératif de transition énergétique. Mais concrètement, comment est-ce qu'ils participent à cette transition? Eh bien, justement, par l'enregistrement et la mise en circulation des données de consommation énergétique des bâtiments et des foyers dans lesquels ils sont installés. Les compteurs communicants apportent donc comme innovation principale la relève systématique de la consommation en temps réel et à la distance, au lieu d'une relève manuelle effectuée 1 à 2 fois par an par le gestionnaire de réseau. Ainsi, auparavant, avec les compteurs classiques, ces données de consommation qui étaient relevées constituaient seulement une mesure dans la définition qu'on donne à Alain Desrosières, mesure permettant uniquement la facturation d'un service de fourniture d'énergie. Alors qu'avec les compteurs communicants et l'intensification de ces relèves, ces données deviennent une véritable information, dans le sens où elles ouvrent la voie à une forme de quantification de la consommation énergétique. Elles permettent de la diviser en pratique, de la rendre prévisible dans certaines mesures et donc corrigible en fonction d'objectifs prédéfinis. Cette nouvelle dynamique de quantification est donc au cœur du déploiement des compteurs communicants. Mais si l'on s'intéresse plus précisément aux fonctions de l'instrument et aux acteurs concernés par le déploiement de cet instrument, on s'aperçoit en réalité que le déploiement des compteurs communicants est plus spécifiquement supposé consacrer 4 grands objectifs en tout pour le secteur de l'énergie.
respectivement un objectif technique, économique, comportemental et politique. S'agissant du premier, l'objectif technique, le compteur communicant doit permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution de disposer d'une meilleure information décentralisée en temps réel sur l'état du fonctionnement du réseau. À titre d'exemple, sur le seul périmètre de la distribution de l'énergie, Linky est supposé permettre à Enedis, le gestionnaire, de réaliser un gain net de 230 millions d'euros par an à partir de 2024, résultant juste d'une réduction des pertes sur le réseau et d'une réduction des fraudes. Deuxième objectif, qui m'intéresse un peu plus, l'objectif économique, concerne la contribution des compteurs communicants à l'élaboration des différents processus liés au développement du marché de l'énergie, en France en particulier, mais au sein de l'Union européenne de manière générale. Ces technologies doivent en effet permettre, en premier lieu, aux fournisseurs d'énergie d'ajuster et d'optimiser leurs offres en fonction de profils détaillés de consommation qu'ils enregistrent. Et dans un second temps, à partir de la captation de ces données de consommation, il s'agirait aussi, pour d'autres acteurs, pas nécessairement issus du secteur énergétique, de proposer aux utilisateurs des services domotiques de pilotage des consommations, d'effacement diffus ou d'aide à la maîtrise des consommations, dit MDE. Troisième objectif, comportemental. Cet objectif suppose que la technologie communicante et les données qu'elle enregistre puissent directement avoir un effet sur les habitudes de consommation des usagers de l'électricité ou de l'énergie de manière générale. Et cela de deux manières différentes. D'une part, les compteurs communicants rendent impossible tout à la fois les pratiques de fraude et les erreurs de facturation imposées aux clients sur la base d'estimation. Les usagers se voient donc soumis à un nouveau régime de vérité numérique, selon la conceptualisation proposée par Thomas Berndt et Antoinette Rouvroy, dans leur définition de la gouvernementalité algorithmique, régime de vérité numérique dans lequel les pratiques de consommation sont strictement suivies, limitées et guidées par les choix effectués par les concepteurs du compteur. D'autre part, ces seules données récoltées par les compteurs communicants sont également supposées aider les consommateurs, les utilisateurs à mieux maîtriser leur consommation d'énergie. En effet, une fois traitées et enrichies d'autres informations, par exemple le prix du kilowattheure, l'heure de consommation, voire même l'équivalent de la quantité consommée de CO2, une fois mises à disposition du consommateur, ces données représentent un surplus d'informations qui est supposé alimenter la capacité du consommateur à arbitrer des choix éclairés, à mieux maîtriser sa consommation. Par ailleurs, toujours sur cet objectif comportemental, ces incitations peuvent rejoindre le second objectif, l'objectif économique, dans la mesure où les données peuvent aussi... on peut également, grâce à Linky, mettre en place des systèmes de tarification incitative à partir des données Linky ou des données de consommateurs communicants, compteurs communicants, afin d'encourager les usagers à consommer aux heures où l'énergie est la plus abondante ou au contraire à les décourager de consommer lors des pics de consommation. Dernier objectif que j'appelle objectif politique, ces données de consommation agrégées et anonymisées à l'échelle d'un territoire peuvent également être fournies aux autorités publiques, et en premier lieu aux collectivités territoriales, pour éclairer leurs décisions en matière de politique énergétique. Dans cette perspective, la fourniture aux décideurs publics d'une information plus complète, agrégée en temps réel de la consommation de chaque quartier, pourrait ouvrir la voie à une forme inédite de territorialisation des politiques énergétiques. Voilà, donc ça, ce sont les principes. Et en fonction de ces objectifs, on a vu que ces compteurs communicants représenteraient finalement un dispositif en principe déterminant pour les professionnels de l'énergie, les consommateurs et les collectivités territoriales. Pour autant, dans la pratique, la mise en application de l'ensemble de ces objectifs est plus compliquée qu'il n'y paraît, et cela tient en soi à deux limites concernant tout à la fois la conception des instruments de comptage communicants et leur réception par les publics que je viens d'énoncer. Donc, première limite, la limite de conception, qui tient à l'arrangement technologique et institutionnel qui structure chaque instrument de comptage communicant. De fait, si on adopte une perspective comparative des différentes trajectoires empruntées par les compteurs communicants dans le monde,
on peut relever que l'agencement et le poids respectif de chacun de ces 4 objectifs que je viens d'énoncer varient assez grandement. Et cette variation se fait tout à la fois en fonction des acteurs qui sont en charge du déploiement. Donc, la technologie va varier si c'est le gestionnaire de réseau, si c'est les fournisseurs d'énergie ou l'agence de régulation, l'autorité publique qui va être en charge de la mise en œuvre des compteurs, enfin de l'élaboration des compteurs. Varie également en fonction des représentations qui structurent le système énergétique concerné et aussi le sentier emprunté par ce système énergétique avant le déploiement. Et enfin, et peut-être surtout, ces objectifs, l'agencement de ces objectifs varie en fonction du type d'instrument retenu. Ainsi, chacun des pays qui s'est engagé dans le déploiement des compteurs communicants l'a fait selon des impératifs et une feuille de route qui lui était propre. Et ces impératifs ont eu des conséquences tant sur la technologie adoptée que sur le dispositif législatif ou réglementaire qui a été retenu pour encadrer le déploiement, la récolte des données, le traitement de ces données énergétiques issues des compteurs. C'est pourquoi d'ailleurs dans ma recherche, j'ai choisi d'apprendre les compteurs comme des véritables instruments d'action publique, à part entière, puisque comme tout instrument d'action publique, ils représentent en fait la concrétisation d'une théorie sur les autres. Ils s'inscrivent dans une trajectoire qui leur est propre, et une fois déployés, ils portent en eux une série de contraintes qui s'imposent tant aux acteurs du secteur qu'aux consommateurs qui les utilisent. Par exemple, concernant Linky, et sans trop entrer dans les détails, parce que sinon on va y passer la journée, il se trouve que la technologie et l'arrangement institutionnel retenu pour ce compteur favorisent particulièrement les deux premiers objectifs que j'ai énoncés, à savoir l'objectif technique, gestion optimisée du réseau, et la poursuite d'impératifs économiques permettant de renforcer le très jeune encore marché de l'électricité français. Cela ne veut pas dire que les deux autres objectifs n'existent pas, qui ne sont pas présents dans le programme. Au contraire, si on s'intéresse d'ailleurs au récit politique fait autour du compteur Linky, ces objectifs sont les premiers présentés et mis en avant par les autorités publiques et les professionnels du secteur. Mais cela induit plutôt que ces objectifs n'ont pas été priorisés et qu'un certain nombre d'arrangements techniques ou institutionnels n'ont pas été retenus pour pouvoir les mettre en œuvre. Par exemple, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais la question des afficheurs déportés, l'obligation de fournir des jeux de données aux collectivités territoriales ou d'autres exemples. La deuxième limite qui entrave en pratique la mise en œuvre des compteurs communicants concerne donc la réception de ces compteurs par leur public. Réception qui vient largement altérer les cadrages initiaux dressés par les professionnels du secteur en confrontant d'une part les compteurs à la réalité du terrain. C'est dur de respirer avec un masque. Par exemple, pour Linky, dès les premières phases de déploiement, on peut relever un certain nombre de freins organisationnels et institutionnels qui vont empêcher à la fois une véritable circulation, et donc une exploitation des données de consommation, et une absence d'intérêt aussi pour les consommateurs du fait d'un certain nombre d'enjeux historiques qui font que le secteur de l'énergie n'est pas vraiment une source d'intérêt pour les consommateurs, qui font que, premièrement, le compteur confronté à la réalité du terrain se relève assez limité. Deuxième enjeu sur cette réception, dans la pratique, la mise en œuvre et la réception des compteurs communicants exposent de fait ces instruments à des processus de politisation alternatifs. Concernant Linky, c'est justement, et vous le savez, pendant la phase de déploiement qu'on a assisté à la structuration d'un mouvement contestataire inédit, fondé sur l'unification symbolique d'un ensemble de causes qui préexistaient à cet instrument et qui étaient auparavant isolées, mouvement contestataire pour rejeter le déploiement de Linky. En l'occurrence, cette unification s'est faite autour de deux grands enjeux. Le premier, autour de la santé et de la question de l'électro-hypersensibilité, et le second, autour de la protection de la vie privée et de la gestion des données de consommation. Or, la montée en puissance de la contestation conduit en fait le débat autour des compteurs communicants à être sorti du forum sectoriel dans lequel jusque-là ils étaient appréhendés pour être immergés dans des espaces politiques aussi divers que faiblement maîtrisables pour les professionnels de l'énergie à l'origine de son élaboration. Dès lors, une fois que ces compteurs, ces technologies sont sorties de leur secteur, on assiste finalement, via la requalification de l'instrument en risque politique, à une nouvelle limite des usages des compteurs. Puisque, concernant Linky, encore une fois, par exemple,
Aujourd'hui, le déploiement continue, mais continue à bas bruit. Le gestionnaire Enedis essaie d'attirer le moins possible l'attention sur le déploiement. Et il est très faiblement utilisé par les fournisseurs d'énergie qui craignent de se voir associés à la controverse qui s'est déployée autour du compteur. Il faut noter que cette trajectoire, elle n'est pas propre à la France, encore une fois, que la majorité des études internationales qui s'intéressent aux mobilisations contre les compteurs ainsi qu'à leur appropriation mettent en lumière plusieurs éléments qui font écho au cas français. Je vois que je suis en train de dépasser sur mon temps, donc je me dépêche. Qu'est-ce qu'on voit globalement? On voit que la perception qu'ont les consommateurs, qu'est-ce qui limite l'usage des compteurs? D'abord, selon Dylan Bugden et Richard Stedman, c'est la perception qu'ont les consommateurs de l'utilité du compteur pour les usages quotidiens. Cette perception de l'utilité va peser sur l'acceptabilité de la technologie et donc sur l'explosion d'une controverse ou non. Deuxième enjeu, le faible intérêt des consommateurs pour un programme dont ils ne comprennent pas pleinement l'utilité du fait d'un processus d'élaboration relativement top-down qui exclut en fait les attentes des consommateurs. Finalement, et en guise de conclusion, on peut simplement noter qu'une fois de plus, à l'instar d'autres secteurs concernés par la dynamique de numérisation de l'action publique, il ne suffit pas de produire des données ou d'intégrer des instruments numériques au sein de secteurs d'activité pour en révolutionner le changement, enfin le fonctionnement et en alimenter le changement. Merci. Merci Thomas. Donc le débat est ouvert avec la salle.